Et on va s'arrêter maintenant quelques minutes sur la qualité du débat public, un débat dont on a l'impression qu'il a été plus chaud que jamais en 2021, chaud et caricatural. Si on en croit les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, il y aurait d'un côté les woke islamo-gauchistes antiracistes et de l'autre les vieux hommes blancs privilégiés cisgenres, les premiers cherchant à faire de la cancel culture, à annuler, à censurer les seconds. Bref, en 2021, pas mal d'étiquettes ont été collées sur pas mal de gens. Alors comme on aime la nuance ici à Forum, on va essayer d'en décoller quelques-unes avec nos trois invités. Olivier Massin, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe à l'Université de Neuchâtel, dont vous dirigez l'Institut de philosophie. Et bonsoir à vous également, Alain Campiotti. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, vous êtes intéressé à l'origine du mouvement woke dans une récente tribune publiée par Le Temps. Et bonsoir à vous, Colline de Sonarclan. Bonsoir. Vous êtes chroniqueuse, essayiste, experte en questions de genre. Alors commençons par le mot qui semble déchaîner les passions, woke, de l'anglais éveillé. Il désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Un terme qui est devenu une expression fourre-tout utilisée pour dénigrer des idées progressistes ou des personnes progressistes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition pour lancer cette discussion, Olivier Massin? Quelle serait éventuellement la vôtre si elle diffère? Non, je pense pas que ce soit une très bonne définition. Si je reprends vos termes, vous avez dit woke, c'est être éveillé, sensible aux injustices dans la société, comme le racisme, le sexisme, la transphobie, etc. Si c'est ça, on est tous woke et il y a pas le terme en lui-même est pas très intéressant. Donc c'est une définition positive de wokisme. Il y a des définitions négatives de wokisme. On dit souvent une expression qui revient souvent, c'est le politiquement correct sous stéroïdes ou encore une hypersensibilité aux revendications des minorités. Ça, c'est une définition qui est plutôt péjoratif du wokisme, qui a le même inconvénient, c'est que personne se dit woke à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a un vrai phénomène ici. Pour ma part, je pense que c'est un phénomène inquiétant, mais peut-être on en parlera dans un instant. Mais ce qui est important pour commencer le débat sur ce phénomène, c'est d'arriver à avoir une définition qui est suffisamment neutre du terme de wokisme. Il me semble qu'on peut définir le wokisme à l'aide des trois caractéristiques suivantes, ou des trois thèses suivantes. Le wokisme, c'est d'abord une théorie qui pense que, au cœur de nos sociétés libérales, démocratiques, contemporaines, se nichent des structures de pouvoir qui sont cachées, des structures de pouvoir qui opposent les dominants, les dominés, les oppresseurs et les oppressés, et qu'il appartient aux personnes qui souscrivent à ce corps de doctrine woke de découvrir. Donc c'est pour ça qu'on parle woke, ça veut dire éveillé en anglais. Donc ces personnes pensent qu'elles peuvent accéder à ces rapports de pouvoir qui sont cachés. Quand vous allez faire du ski avec des amis, quand vous allez acheter votre pain chez le boulanger, vous n'avez pas l'impression d'être dans un réseau de relations de pouvoir complexes. D'après la théorie woke, en réalité, il y a beaucoup plus de ces relations d'oppression, de rapports d'oppresseur à victime qui structurent notre société. Ça, c'est un élément que le wokisme partage avec le marxisme. Mais le wokisme n'est pas du tout la même chose que le marxisme pour les deux autres points que je voudrais mentionner en ce qui concerne la définition du wokisme. Le deuxième élément définitoire du wokisme qui le distingue du marxisme, c'est son aspect identitaire. Chez Marx, les relations qui structurent la société sont des relations qui sont définies en relation entre classes sociales. On a la bourgeoisie et le prolétariat, et c'est des choses qui sont définies de manière très, très objective, qui possèdent les moyens de production. Du point de vue de l'idéologie woke, les relations de pouvoir, elles sont pas entre des classes socio-économiques, elles sont véritablement entre différents groupes identitaires qui sont définis typiquement par l'ethnie ou la race d'une part, et d'autre part par le genre et l'orientation sexuelle. Donc l'idée des personnes qui souscrivent à cette idéologie, qui peut-être n'acceptent pas le terme, et souvent maintenant n'acceptent pas le terme, ça n'a pas toujours été le cas, c'est que au fond ces relations de pouvoir, elles sont typiquement entre des hommes blancs hétérosexuels, qui sont les personnes qui dominent, et d'autres personnes qui peuvent cumuler différents aspects qui les rendent de plus en plus victimes, être noirs, être transsexuels, etc. Et puis le dernier aspect du wokisme que je voudrais mentionner ici, qui me semble être essentiel au wokisme et qui éloigne aussi le wokisme du marxisme, c'est l'idée que dans cette idéologie, le fait que vous soyez une victime, que vous soyez victime d'une injustice, que vous apparteniez à tel ou tel groupe, est pas quelque chose d'objectif, mais quelque chose qui peut être strictement défini en termes de votre expérience vécue. Donc ça, c'est quelque chose que le wokisme appartient à un courant de pensée qu'on appelle le postmodernisme, qui a été très influencé par des philosophes français comme Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida. Quelque chose qui rend le wokisme très proche d'une forme d'antiréalisme. Autrement dit, il suffit que vous vous sentiez offensé,
blessé, que vous vous sentiez blessé et que vous soyez dans les bons groupes. Si vous êtes un transsexuel qui vous sentez blessé par certaines remarques qui sont faites par d'autres personnes, alors vous êtes effectivement victime d'une injustice. Il me semble que ça, c'est trois éléments qui, pardon d'avoir été un peu long, mais trois éléments qui permettent un peu peut-être de poser ce qu'on entend par wokisme et qui, je crois, peuvent être acceptés aussi bien par les contempteurs du wokisme, dont je fais partie, que par des gens qui sont plus sympathiques envers ce corps de doctrine. Colline de Sonarclan, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition assez détaillée, il est vrai, mais qu'on comprend bien d'Olivier Massin? Le wokisme, au fond, ce serait de voir les victimes qui prennent le dessus, ou le ressenti qui prend le dessus dans ces rapports de pouvoir qui existent et qui sont partout. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, c'était très intéressant. Hein. Je tiens à le dire, même si effectivement je partage pas tous les points de vue de cette manière de voir les choses. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est la question de la subjectivité, qui, à l'évidence, est en train d'être quelque chose de réveillé, en fait, parce que, à mon avis, pendant très longtemps, on n'a pas pris suffisamment ça en considération, en fait, simplement. Et puis là, il y a peut-être un mouvement qui va dans l'autre sens et qui, effectivement, exige, en fait, qu'on écoute un peu ceux qui, jusque-là, se taisaient et qui vivaient des choses dans le silence et disons, on s'en fichait un peu, quoi. Je prends l'exemple un exemple qui est beaucoup discuté en ce moment, c'est la question des violences sexuelles. Pendant très longtemps, on prenait pas du tout la mesure sociétale de ce qu'étaient les violences sexuelles et ce qu'était le vécu des personnes qui avaient vécu des violences sexuelles, notamment parce que on les écoutait pas beaucoup, c'était des femmes, et ceux qui perpétraient les violences sexuelles, qui étaient majoritairement des hommes, étaient au pouvoir. Et donc en fait, je trouve que finalement, dans tout ce qui est, je suis d'accord, je peux me retrouver effectivement dans les trois tenants de cette théorie, et du coup je trouve que je suis d'accord pour dire qu'effectivement assez objectivement c'est le cas, mais effectivement les structures de pouvoir qui structurent notre société, elles sont là, et enfin je veux dire c'est pas des féministes qui l'ont dit, c'est Bourdieu, enfin je veux dire on n'a pas inventé le concept, quoi, mais effectivement l'apport notamment de la sociologie, notamment du marxisme, pour revenir encore un peu plus en arrière, fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans un changement sociétal, un shift qui est en train de s'opérer, où effectivement il y a plus de place pour cette subjectivité. Mais cela dit, cette subjectivité, c'est aussi quelque chose qui est pris en considération, qui était déjà pris en considération même sur le plan juridique. Je veux dire, les gens qui vivent une chose ou une autre sont pas, enfin, on vit pas tous les choses de la même manière, et c'est pris en considération aussi, je veux dire, très objectivement, j'ai envie de dire. Alain Copiotti, vous avez signé cette tribune sur le wokisme dans le temps. Il y a une évolution du mot. Au départ, on a quelque chose d'assez positif, on l'a évoqué avec Olivier Massin, puis ça devient quelque chose de négatif. C'est une façon de caricaturer son adversaire. Vous avez vu cette évolution? Vous avez perçu? Oui, je l'ai bien vu. Je suis pas un théoricien du wokisme, mais incontestablement, il y a eu une évolution d'un côté d'une revendication de minorités qui ont des souffrances réelles, je pense, et de l'autre côté une sorte de réaction de la société majoritaire qui refuse d'être mis en cause et qui se défend par l'insulte, parfois par l'injure. Moi, je me suis intéressé en fait à des exemples concrets plutôt qu'à la théorie. Et j'en ai retenu quelques-uns aux États-Unis qui me semblent très intéressants quand même. En particulier celui de cette journaliste du New York Times qui s'appelle Nicole Hannah Jones, qui a convaincu son journal de lancer une opération de recherche historique sur les États-Unis, en adoptant un point de vue différent de la tradition, je veux dire, ou en adoptant un point de vue différent sur le cours de l'histoire des États-Unis. Elle a décidé de partir de la date de 1619, qui est le moment de l'arrivée des premiers esclaves en Virginie. Et puis elle a sur cette base développé de la matière journalistique d'abord, ensuite des bouquins, et ensuite elle a tenté de faire d'imaginer un matériel pédagogique qui pourrait être utilisé dans les écoles. Et cette entreprise a d'abord été acceptée chaleureusement, et ensuite elle a été critiquée à l'intérieur du journal même par des conservateurs, je pense, qui lui ont reproché des erreurs.
elle n'était pas seule, c'est devenu une entreprise assez volumineuse. Mais ensuite, la réaction politique a été extrêmement violente. Le président Trump lui-même, à la tête des conservateurs, a fustigé cette initiative et a tenté de l'étouffer, en fait. Ouais. Même une loi a été non pas adoptée, mais elle a été mise en œuvre pour empêcher la diffusion de ce travail historique dans les écoles et en interdisant, par exemple, à la Californie d'utiliser ce matériel. Alors le danger, là, Olivier Massin, potentiellement, il est dans ce mélange entre militantisme et recherche scientifique universitaire. C'est là que vous le voyez ou que vous êtes inquiet peut-être sur ce point-là ? Oui, alors ça, je pense qu'il y a un vrai danger, mais je voudrais répondre rapidement à ce que vient de dire mon contradicteur, si vous permettez. Sur l'histoire de Nikole Hannah-Jones, c'est une histoire compliquée. Elle est loin de s'être comportée, cette journaliste qui a reçu quand même le prix Pulitzer, ce qui pour quelqu'un ce qui est censé être un des prix les plus réputés du journaliste, c'est pas vraiment un exemple de quelqu'un qui a été annulé, comme on dit aujourd'hui. Elle est très largement soutenue. Il y a eu effectivement des réactions. Je suis d'accord avec Monsieur Campiotti, excessives. Je suis pas pour l'interdiction de ce genre de choses, mais je pense qu'il faut garder un peu la mesure des choses ici. Quand on parle aujourd'hui de cancel culture, le fait de mentionner quelques cas de personnes woke, comme on dirait, il me semble que Nikole Hannah-Jones retombe à peu près dans la définition que j'ai donnée, qui ont subi des critiques et dont certains travaux ont pu être interdits dans les écoles. C'est vraiment quelques gouttes dans un océan. Ce qui se passe aujourd'hui dans les universités, pour revenir à votre question, c'est quelque chose de beaucoup plus massif et de beaucoup plus inquiétant. Juste en Amérique du Nord, entre 2020 et 2021, on compte aujourd'hui 207 personnes académiques, enseignants, professeurs, chargés de cours, qui ont été licenciés, suspendus en raison de leur opinion politique ou de prise de position politique. C'est pas des petites choses dont on est en train de parler. On a souvent tendance à dire qu'il faut minimiser ce phénomène-là. Moi, je pense qu'il faut au contraire prendre conscience de son ampleur. C'est une lame de fond qui nous arrive dessus. C'est pas une question aussi politique. C'est pas une question. Pardon, pour revenir sur ce que disait Monsieur Campiotti, c'est pas une question de est-ce qu'on est conservateur ou est-ce qu'on est progressiste. Je pense que c'est une très mauvaise façon de poser le débat. Un grand nombre des personnes qui s'inquiètent du wokisme aujourd'hui sont des personnes qui sont marxistes pour certaines, sont des personnes qui sont clairement démocrates pour d'autres. John McWhorter, qui est un professeur de linguistique qui se dit démocrate, a publié un livre très récemment sur woke racism qui est très intéressant. Donc c'est un peu à mon avis, c'est un faux débat d'opposer progressistes et conservateurs en disant que le progressisme est woke. J'espère qu'il y a un progressisme non woke, en tout cas c'est ce que veulent dire un grand nombre de personnes. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre la menace pour la liberté d'expression que fait poser l'effervescence du wokisme aujourd'hui dans les universités. Donc pour revenir à pourquoi est-ce qu'on rencontre... Alors parlons-en de la cancel culture, parce que vous avez lâché ce mot, c'est un peu l'autre mot de 2021 ou l'autre expression de 2021, cette volonté d'annuler l'autre, de le censurer potentiellement. Colline de Senarchlon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a un mouvement, une lame de fond aujourd'hui pour annuler ces vieux hommes blancs dominants qui ont peut-être des propos qui sont jugés limites aujourd'hui ? Je sais pas, moi je trouve très intéressant de parler de cancel culture alors que justement on est en train d'ouvrir le débat, on est en train de donner la parole à ceux qui l'avaient pas jusque-là. Puis par rapport à la question des universités, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années au service égalité de l'université de Genève, donc je connais un peu le domaine de l'université. Jusqu'il y a pas si longtemps en arrière, les femmes n'avaient même pas le droit d'y aller. Donc vraiment de dire aujourd'hui qu'il y a un problème dans les universités parce qu'il y a trop d'étudiants ou trop de femmes, je trouve ça très ironique en fait. Et rassurez-vous, 85% des profs ordinaires à l'université sont toujours des hommes, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je trouve en fait très bizarre qu'on vienne dire que les woke, et je prends ça entre guillemets, sont ceux qui veulent cancel quoi que ce soit, parce qu'en fait, vraiment, pour l'instant, je veux dire, la parité, c'est même pas quelque chose qui existe même de loin. Donc vraiment, en fait, non, on cancelle rien, on donne plus d'informations. Refaire l'histoire en montrant quand même des éléments absolument fondamentaux
de la création, par exemple, d'un pays aussi important que les États-Unis, en montrant, par exemple, ce qu'il y a autour de l'esclavage, etc., me semble pas être de l'ordre de la cancel culture, mais c'est plutôt donner des outils, en fait, en plus. Donc, on n'est pas en train d'annuler quelque chose. L'autre exemple, c'était ce qui s'est passé avec Autant on emporte le vent. Autant on emporte le vent qui avait été mis pendant un petit moment à la marge d'une chaîne pour le remettre dans le contexte, c'est-à-dire le remettre sur la chaîne, mais avec des informations en plus. Il ne s'agit pas d'annuler, au contraire, il s'agit de mettre plus d'informations et de savoir et de richesse. Alain Campiotti, il y a parfois des autodafés. Vous en faites mention dans votre tribune. Ça reste des événements marginaux, mais qui prennent une place incroyable dans le débat. Oui, pour répondre à M. Massin, je suis pas sûr que j'ai eu tort de classer les gens progressistes et conservateurs dans cette affaire. Mais oui, effectivement, je me suis intéressé à cet autodafé en Ontario, au Canada, où une dame a pris l'initiative de brûler quelques livres, une trentaine de livres qui étaient désagréables pour les Amérindiens, ou qui en parlaient mal, ou qui en parlaient mal de leur point de vue. Donc on brûle Tintin au Congo, par exemple. Voilà, c'est un des livres qui a été brûlé apparemment, ou qui a été ôté des bibliothèques. Et puis en fait, on a beaucoup parlé de ça récemment. C'était au milieu des élections canadiennes, et en examinant l'affaire, on se rend compte que en fait, cet autodafé remonte à plus de 2 ans. Que la dame qui a pris cette initiative a été désavouée, que les paroisses où ça s'est produit l'ont aussi condamné. Et puis ça me semble vraiment une exagération d'un phénomène mineur. Mais en même temps, aujourd'hui, on se rend compte qu'au Texas, le Parti républicain au pouvoir est en train d'établir des listes noires de livres dont il veut sortir les bibliothèques. Et là, il y a une cancel culture vraiment considérable. Et ce qui me frappe, c'est qu'on n'en parle pas ici du tout. Donc il y a deux cancel culture, chaque camp cherche à annuler l'autre. Est-ce que c'est synonyme ou symbolique d'une tension qu'on traverse actuellement, que la société traverse actuellement, qu'on puisse la décrire entre progressistes et conservateurs, mais en tout cas d'une tension qui est bien réelle, Olivier Massin? Oui, mais encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec M. Campiotti sur le fait qu'on est en train juste de faire un débat progressiste-conservateur ici. Il y a des progressistes non woke qui sont très inquiets de ces dérives. Il y a aussi des conservateurs non woke, évidemment, qui sont eux aussi inquiets de ces dérives pour des raisons qui parfois convergent, mais parfois sont différentes. Je pense qu'il faut bien comprendre pourquoi est-ce que le wokisme est lié à cette cancel culture. Je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que relevait Colline de Sénarclan, que il y a l'élément subjectif qui est important dans le wokisme. Qu'est-ce que c'est qui fait que vous êtes victime d'une injustice dans le wokisme? C'est le fait que vous vous sentiez victime d'une injustice. Ça conduit directement, sans qu'on s'en rende compte, à un idéal qui est fait d'intolérance. Donc nos sociétés démocratiques libérales sont fondées sur cette valeur de la tolérance qui est très importante. C'est quoi la tolérance? C'est le fait de penser d'une part que certaines thèses sont extrêmement mauvaises, néfastes, abjectes, ridicules, idiotes, tout ce que vous voulez comme terme dépréciatif, et d'autre part de penser que ces thèses ont le droit d'exister, que ces opinions ont le droit d'être exprimées. Qu'est-ce qui se passe si vous suivez le wokisme sur la pente qui consiste à dire qu'à partir du moment où vous êtes une victime et que vous vous considéré comme blessé, vous êtes victime d'une injustice. Mais le racisme, c'est assez objectif, par exemple. On peut se dire victime de racisme, et il y a des mots qui sont très clairs, qui existent. On ne va pas les citer ici forcément, Olivier Massin, mais ça reste assez objectif, non ? Non, le wokisme a énormément changé la définition du racisme. Par exemple, aujourd'hui, on parle de racisme systémique. Une thèse centrale du wokisme contemporain, c'est que tous les blancs sont racistes, vous et moi y compris, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos croyances. Je suis pas d'accord avec cette définition, mais enfin, on pourra y revenir. Non, mais moi non plus, Madame le Sénateur. Je suis pas d'accord avec cette définition. On considère pas que ce sont les gens qui sont racistes. On considère qu'on vit dans une société qui est basée et qui est structurée justement sur des bases racistes. Ça veut pas dire, enfin, pour moi, les
gens, c'est pas intéressant de se poser la question de savoir si les gens sont racistes. On vit tous dans une société qui effectivement est basée sur la colonisation, l'esclavage, etc. et toutes ces choses qu'on connaît. Donc effectivement aujourd'hui on doit revenir en arrière par rapport à ça. Et de dire justement qu'il s'agit de racistes systémiques, c'est pour te dire ce n'est pas une question individuelle, c'est une question structurelle. Olivier Massin. Donc c'est le contraire de ce que vous dites. Donc je pense, enfin, il y a plusieurs choses ici. On peut faire un débat sur est-ce qu'on vit dans une société basée sur le racisme. Je pense que c'est une grande exagération et c'est un gros problème avec le wokisme, c'est qu'il y a toujours un fond de vérité dans ces choses-là. Il y a effectivement des violences sexuelles, il y a effectivement de la transphobie, il y a effectivement du racisme. Le problème, c'est quand on se met à dire que c'est ça qui structure nos sociétés et que nos sociétés sont fondamentalement des sociétés racistes, transphobiques, de culture du viol, etc. Ça, je pense que c'est une énorme exagération. Mais pour terminer ce que je voulais dire précédemment sur l'intolérance qui est essentiellement liée au wokisme, il faut bien comprendre que quand vous entrez dans ce schème de pensée, vous considérez forcément que vous avez un droit à ne pas être offensé. Parce que justement, vous définissez l'injustice de manière uniquement subjective. Je suis d'accord pour dire que la souffrance subjective est importante dans la définition de la violence qu'on subit, mais elle n'est pas suffisante. Dans le wokisme, ça suffit. Donc il suffit que vous soyez trans et que vous soyez choqué comme c'est arrivé récemment aux États-Unis. Je prends un exemple parmi littéralement des centaines d'autres, par le fait que votre professeur de médecine parle de femmes ménopausées ou de femmes enceintes pour que vous puissiez reprocher à votre professeur de vous avoir blessé, que celui-ci soit conduit à s'excuser publiquement, que l'université soit conduite à s'excuser publiquement et qu'on arrive à une réforme du langage qui peut paraître minime, mais à mon avis qu'il est moins qu'elle en a l'air, où on parle plus aujourd'hui de femmes enceintes dans ces cursus-là, mais de personnes enceintes ou de personnes... Alors il nous reste 2 minutes, Olivier Massin. Je me permets de vous interrompre. On va essayer de sortir un petit peu des étiquettes ou de se demander pourquoi on aime à ce point-là, ou en tout cas le débat public utilise à ce point-là les étiquettes pour invalider potentiellement les partenaires de jeu ou de débat. Colline de Senarclan, vous en pensez quoi? Pourquoi on recourt à ce point-là dans le débat public à ces étiquettes, J'ai dit écolo-woke, islamo-gauchiste, on est dans un débat en fait. C'est ça. Je pense qu'on a besoin d'armes dans ce débat et enfin voilà, au-delà du discours méta sur le débat, on est aussi dans un moment où effectivement les camps se clivent. Enfin, je veux dire, par exemple, on a il y a ce nouveau concept de wokisme, mais il y a aussi ce concept d'antifa qui, enfin, je veux dire, être antifasciste, a priori, c'était pas quelque chose de négatif, puis d'un coup, les antifas, ça devient des espèces de gauchos. En fait, on voit bien que, voilà, Zemmour se présente au présidentiel, Marine Le Pen passe pour quelqu'un de modéré. Voilà, c'est comme ça. Le débat est en train de se déplacer, et dans ce débat-là, qui se déplace et qui s'élargit aussi, c'est vrai, dans les deux camps, on a besoin de nouveaux mots et de nouveaux concepts pour effectivement attaquer l'autre. Moi, ça fait des années que on m'a cataloguée comme militante féministe, en fait, pour justement essayer de déprécier mon expertise et de dire que ce que je disais avait moins de valeur, en fait, parce que justement, c'était subjectif et que, enfin voilà, ce que dit Monsieur Massin. Et c'est des choses qui existent depuis longtemps, en fait. Simplement, là maintenant, on est en train de, on a vécu un changement sociétal ces 5 dernières années, je pense, qui est énorme et qui fait date, en fait. Et donc, le débat se clive et de nouveaux concepts apparaissent et on va les utiliser pour en débattre encore, quoi. Merci à tous les trois d'en avoir débattu ce soir dans Forum pour ce premier forum de l'année. Alain Campiotti, journaliste, écrivain. Olivier Massin, philosophe du côté de l'Université de Neuchâtel. Colline de Senarclan, chroniqueuse, essayiste, experte en questions de genre, on l'aura bien compris. Bonne soirée à tous les trois, bonne année. Bonne année, merci. Au revoir.